7 février, il est 23 heures et quelques. J'aimerais j'espère euh, que les mots vont être de mon côté. En tout cas, donc, j'ai passé une grande partie de ce qu'on appelle la journée et la soirée à rester seul. Donc, je n'ai pas pu finalement échanger ou mettre en mots d'autres pensées que celles que j'ai émises ou que j'ai émis ce matin. Donc voilà, simplement, j'avais, on cherche toujours une sorte d'appui pour pouvoir mettre en place un dispositif d'expression orale. C'est toujours le titre ou le thème est toujours un prétexte. Et en fait, donc la vérité, voilà le thème, euh, la vérité moins, la vérité, oh j'ai oublié, la vérité sans, c'est autour de la notion de vérité, de la validité même de cette notion de vérité. Et donc, la vérité, moi, la vérité à moitié, la vérité réduite de moitié, la vérité moins, la vérité pas vraie, la vérité, c'est vraiment pénible de perdre un peu ainsi la mémoire de quelque chose qu'on a eu euh, pendant quelques heures comme ça, et puis au moment où on a besoin, on la retrouve plus. La vérité à moitié vraie. Voilà, donc j'ai trouvé. La vérité à moitié vraie. Donc c'est un jeu de mots, et donc ça valait le coup que je le retrouve. Donc c'est la vérité à moitié vraie, ou à un quart vrai, en tout cas ça passe mieux à moitié vrai. De toute façon, la vérité n'est qu'une sorte de, comme ça je l'ai pensé tout à l'heure, qu'une sorte de compromis entre deux mots, plusieurs modes de perception. Et en fait, c'est une sélection un peu arbitraire. On va décider, comme pour l'élection, de, au tirage au sort. Un peu entre les citoyens, ceux qui ont le droit de participer au vote, on va prendre à l'élection, participer à l'élection, on va prendre de façon aléatoire les, comme ça, on va choisir. Il n'y aura pas finalement de sélection. Il n'y aura pas de critères, il n'y aura pas de prérequis. Donc la vérité, voilà, c'est une sorte, une chose qu'on, évidemment, c'est à partir de certains, euh, je suis pas, à partir d'un certain nombre de préalables, je ne sais pas comment le dire, la vérité, c'est ça qui est un peu extraordinaire, c'est qu'elle est transmissible. C'est qu'on peut la léguer à quelqu'un d'autre. Alors, sur un certain nombre de plans, cette vérité-là se transmet sans, sans grande difficulté. Et on voit le passage de témoins entre générations, et cela ne semble pas rencontrer de grandes difficultés ou de contestation. Bien entendu, la contestation, un certain pourcentage de contestation est toujours là, mais ce qui est toujours extraordinaire, c'est c'est de voir à quel point la vérité n'est pas totale, puisqu'on hérite d'une d'une vérité, mais qui vérité qui ne concerne qu'un nombre restreint de gens.
Alors on devient, je ne sais pas, chiite, mais chiite, imamite, ou etc. On va peut-être croire, on va s'arrêter, la liste des imams, ça va être 7 si je me souviens bien, ou dans un autre cas ça va être 12. Il y aura toujours. Alors parmi finalement chaque groupe qui défend une vision, il va y avoir la naissance d'un certain nombre de divergences, et ces divergences, elles auront tendance à se pérenniser. Il n'y a pas moyen de retourner finalement à la racine mère, à la vérité mère. Donc voilà, comme on voit la naissance de la religion sikh, on voit la religion Baha'i, la religion comme ça, et ça s'installe. Après, il y a aussi au niveau des idéologies un peu à caractère un peu dogmatique, là aussi on voit une transmission, mais c'est beaucoup moins, on voit, c'est beaucoup moins ferme, c'est beaucoup moins permanent. Il y a des gens qui quittent un peu le giron idéologique de leur groupe. Ils se distinguent, s'en écartent. Donc la vérité, c'est on a une idée à son propos, on se dit tiens, il y a un consensus global autour d'un certain nombre d'éléments ou de choses dites des vérités. Alors il y a la vérité obligatoirement, la vérité se partage en deux, vérité absolue et vérité qui ne l'est pas, la vérité qu'on peut contester sans crainte et sans créer de grands remous. Voilà, la vérité qui n'est pas définitive. Voilà, donc on fait la différence entre les deux. Et dans chaque contexte culturel, chaque ère culturelle, cela est possible. Donc la vérité relative est une vérité qui ne touche pas au fondement même de la croyance collective. Elle touche à des éléments marginaux, à des secteurs très peu déterminants. Voilà donc la vérité. Donc la vérité à moitié vraie. La vérité, c'est ce qui m'intéresse ou ce qui pourrait ne pas m'intéresser. Et là aussi, il ne faut pas faire, il ne faut pas penser, il ne faut pas prendre les affirmations pour des vérités. Une affirmation n'est que, comme on dit, j'affirme une chose à défaut d'en affirmer une autre. C'est parce que j'avais le choix d'affirmer quelque chose ou une autre, et puis j'ai choisi. Je ne peux pas affirmer les deux en même temps. Je peux essayer de le faire, mais de façon simultanée, ce n'est pas possible. Donc je fais un choix qui n'est pas souvent basé sur... qui peut sembler illogique, arbitraire, on ne comprend pas. Alors, parler de soi, la vérité de soi, sa vérité objective à soi, je veux dire, elle n'est plus subjective, elle devient objective, puisque c'est une vérité, c'est ma vérité à moi. C'est mon point de départ, ma perception du monde et mes principes, ma philosophie. Et donc cela ne supporte pas la contestation. Donc c'est pourtant du subjectif qui devient imperméable à toute contestation. On n'a pas le droit de contester ma façon de voir le monde, ma façon d'analyser le monde, et voilà. Donc il y a un mélange, il y a une sorte de confusion entre le subjectif et l'objectif, quoique, évidemment, on peut décider
qu'une société, et on en a on en a beaucoup d'exemples, les sociétés décident que l'idée de Dieu et la réalité de Dieu est une vérité objective, est une vérité qu'on peut observer partout, partout, et Dieu est existant. Mais il y a des choses qui finalement, en quoi, dans ces choses-là, en quoi on peut déduire la présence de Dieu. Quand je vois des fourmis se battre à mort entre elles, fourmis de la même espèce, sans parler des fourmis d'espèces différentes, mais là, quand je vois cette bataille rangée, quand je vois qu'elle est menée pour un bénéfice vraiment ridicule, je me demande où est Dieu là-dedans. Ou alors, c'est Dieu qui finalement laisse ses créatures ou ses créations se débrouiller. Voilà, il n'intervient pas. Un Dieu qui n'intervient pas, je ne sais pas. Alors, Dieu est présenté comme perpétuellement présent, interférent, etc., etc. D'ici, donc, je ne vois pas Dieu, je ne vois pas l'intérêt d'un Dieu, intérêt que pourrait, je vois pas en quoi certaines choses pourraient intéresser un Dieu. Dieu, sûrement, est au-dessus de tout ça. Comme il y a des tas de gens, la majorité des gens, quand ils passent devant des fourmis, ils ne leur prêtent guère attention. Donc c'est rare qu'on constate. Et même moi qui étais à l'origine de cette bataille, je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste une sorte d'étourderie de ma part et un manque de clairvoyance. J'ai mis de la nourriture à disposition d'un nid de fourmis et, enfin c'était proche d'un nid de fourmis, évidemment l'autre n'était pas loin et donc il y a eu bataille pour cette nourriture, je dirais, comparant les fourmis des villes et les fourmis des champs. Et je me rappelle, j'avais essayé de donner un morceau de gâteau à des fourmis des champs, mais là, c'était une espèce de fourmi qui était grande et qui était... voilà, et donc il y avait des soldats à l'entrée, comme on l'imagine toujours. Et donc, ils n'étaient pas du tout intéressés par ce que je leur offrais. Ils étaient plutôt dans une grande méfiance, ils n'ont même pas senti, ils se sont même pas approchés, ils étaient alarmés par ma présence et c'est tout. Alors que les fourmis des villes sont habituées à manger des aliments issus des préférences alimentaires des hommes et donc des aliments sucrés. Par exemple, ils n'hésitent pas à se jeter sur un morceau de gâteau. Ça, ils sont déjà, ils sont pourris par la civilisation du sucre et des goûts un peu pervertis, voilà, des goûts un peu viciés. En tout cas, donc, voilà, la vérité pas tellement vraie. C'est vrai, c'est un thème vraiment très, très porteur et très ouvert. C'est un terme fourre-tout, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Alors évidemment, ma fréquentation de la préhistoire m'a appris finalement là aussi il y avait comme une sorte de texte révélé. On avait classé la préhistoire, c'est la science du classement et finalement de la compartimentation. On avait dit voilà, l'homme préhistorique, il est apparu ici, voilà, voilà son parcours,
Voilà, ces divers embranchements, mais on s'est arrêté à un niveau, à une certaine époque. Quand je suis arrivé, moi, il n'y avait pas les découvertes, on n'avait pas intégré les découvertes qui se faisaient au même moment où moi je faisais mes soi-disant études. Donc il fallait du temps. Et puis après, on n'a pas cessé de trouver. Et quand on imagine qu'on trouve des éléments, déjà, on trouve un élément réduit à quelque chose de vraiment très très petit, un fragment de mâchoire, et que finalement on trouve ça par hasard, il n'y a pas une sorte de prospection, c'est-à-dire partout, comme dans ces paysages couverts par les dunes, et comme les dunes bougent, à un moment, les dunes vont laisser apparaître des vestiges, et voilà, qui étaient cachés pendant des millénaires, et donc il faudrait courir derrière les dunes. Et donc on ne peut pas prospecter sur une dune, on peut pas. On peut pas, on pourrait prospecter comme ça normalement dans des champs, etc. Mais une dune, c'est profond, c'est émouvant, donc on se contente de ce qu'on trouve, de ce qui affleure, ou les choses qu'on trouve par hasard. Et alors les choses souvent qui se sont conservées parce qu'ils étaient dans un milieu propice, un milieu favorable à la conservation, à leur conservation. Donc, alors, les dépouilles dans des milieux finalement milieux non défavorables à la conservation, ben alors il n'y a pas de vestiges, il n'y a plus de vestiges. Donc on pourrait dire, vu la série d'humanités qu'on a découvert récemment, alors évidemment qu'on a nommé, etc., cet ancêtre ou cette branche de l'humanité ou des primates ou je ne sais pas quoi, elle est apparue en Afrique du Sud, endroit appelé Afrique du Sud, et puis après, donc partout il y a des vestiges, quelquefois il y a des vestiges, mais les vestiges il faut les trouver. On peut pas, d'abord il y a des choses qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas rechercher quelque chose dont on n'a pas une idée. On n'a pas une idée peut-être du peuplement, on n'a pas une idée bien sûr, une mâchoire humaine, peut-être dès qu'on en voit une, on est capable de l'identifier comme étant une mâchoire, voilà. Par exemple, je ne sais pas, puis il peut y avoir des conditions dans lesquelles les vestiges se sont calcifiés, donc ils sont dans une sorte d'état de conservation permanent, de conservation permanente ou un état permanent de conservation. Donc finalement, c'est une vérité qui n'en est pas une, puisqu'elle elle est à chaque fois, on ne peut pas dire qu'elle est enrichie, mais à chaque fois, on a besoin de la déplacer pour intégrer ce qui vient d'être mis au jour. Alors voilà, mise à jour, mise au jour, mise au grand jour en tout cas. Finalement, la vérité, c'est un compromis, c'est une sorte d'état transitoire et de l'information, du savoir, du rapport au monde, et cet état
transitoire, il est par définition destiné à s'écarter un peu, à diverger. La divergence, le problème de la divergence, c'est que la divergence, elle ne devient pas totalisante. La divergence crée une sorte d'embranchement, un nouvel embranchement, mais à côté continuent d'exister les embranchements précédents. Donc on va avoir une série de vérités qui agissent ou qui se produisent en même temps. Ces vérités-là sont capables, je ne sais pas, dans un pays, on peut avoir 10 partis politiques, chacun évidemment prenant une lecture de la société qui lui est propre, mais on peut avoir aussi 40, 50, 100 partis. Donc la vérité, chaque parti évidemment pense ou affirme avoir l'approche la plus vraie, l'approche la plus équilibrée ou l'approche la plus aboutie, etc. Chacun se pense comme dépositaire de la vérité. Et donc, bien sûr, il peut y avoir un petit ajout à ça en disant, une petite précision, en disant que oui, moi je suis un parti, mais je suis un parti globalisant, mais je défends qu'une partie des citoyens. Je ne défends pas tous les citoyens. Je suis le parti qui défend les intérêts des gens que je représente et je ne suis pas là pour défendre les intérêts de tout le monde. Donc, évidemment, dans la situation des rapports de force entre les composants de la société, donc quand j'arriverai au pouvoir, j'essaierai d'aller dans le sens de l'accomplissement des attentes ou des vœux de ceux qui m'ont soutenu et ceux que je représente. Donc les partis, c'est un peu particulier. La vérité à moitié vraie, la vérité un peu juste, un peu contrainte, oui, voilà, comme cette chose-là, qui ne rentre pas dans le cadre qu'on lui offre, ça ne rentre pas, alors on coupe un peu. Et voilà, donc on va faire en sorte d'adapter la vérité à nous, finalement, à nous préambules ou à notre, j'allais dire, à nos intérêts ou alors à notre, même à nos intuitions. Même, alors comment dire, qu'est-ce qui fait que on défend une vérité et pas une autre? Est-ce que cette vérité, elle nous semble plus aboutie qu'une autre? Ou est-ce que c'est juste une histoire de fidélité et la tradition? Et la tradition de la vérité. Donc on peut ajouter, voilà, une vérité liée à un point géographique, liée à une langue, liée même à des pratiques alimentaires, à des pratiques culturelles et cultuelles, etc. Si on a je ne sais pas, est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est je ne sais pas comment dire, le contexte, par exemple le contexte environnemental, est-ce que c'est lui qui impose une vérité, ou est-ce que la vérité, finalement, est-ce qu'elle n'essaie pas de faire converger ou de plier la réalité pour qu'elle corresponde à sa version des choses, à sa lecture des choses. Alors, c'est vrai que, je sais pas, j'ai trop tardé pour prendre
à bout de bras, à bout de mots, ce, ce thème de la vérité à moitié vrai. J'ai l'impression de souffrir un peu. J'ai un petit peu de fièvre, je sais pas, je me sens pas tellement en capacité de produire le truc que j'ai envie de produire. Alors qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir? En fait, la vérité, il y a une multiplicité, peut-être une infinité de vérités, mais sur quoi je voulais insister, c'est l'illusion de vérité. Quand je parlais de compromis, alors du compromis à la compromission, il y a toujours pas beaucoup il y a un petit pas facile à franchir. En tout cas, on se compromet avec soi-même. La vérité, elle est là pour m'arranger. Donc, je me compromets avec moi-même, je deviens une sorte de complice à ma propre lâcheté, à ma propre démission, à mes propres renonciations, finalement, à mon propre relativisme. Voilà donc la vérité. La vérité. C'est ça qui est une partie. Là. Il y a la vérité groupale, la vérité. Puis il y a la vérité un peu plus réduite, celle qui nous concerne, qui correspond à nous, à l'état de nos rapports avec nous-mêmes et avec le monde. Et souvent, le problème de la vérité, c'est qu'on croit être arrivé à une vérité, arrivé à une conviction. Voilà, le mot vérité et conviction, c'est un peu, c'est très proche là aussi, à une conviction. Puis finalement, cette conviction se révèle être insuffisante. Elle commence à démontrer son caractère pas tout à fait. Elle commence à manquer de solidité, sa pertinence est remise en cause, et ça arrive souvent très tard. Quand on met, c'est la vérité, quand on fait la cuisine, on peut mettre des ingrédients. Après, c'est pas parce qu'on a les ingrédients qu'on va qu'on va finalement avoir quelque chose à la fin qui soit bon, comme c'est écrit dans la recette ou comme c'est montré dans un film ou un autre. Alors, la vérité, c'est qu'on croit, on a les éléments qu'il faut. Voilà, je fais ce constat-là, je fais cette conclusion-là, je fais cette analyse-là, et je pense qu'au bout, je vais arriver à comprendre ce qui lie deux éléments ensemble, et quelles en sont les caractéristiques et quels en sont les points de force et les points de faiblesse. Finalement, quel est mon intérêt, moi, dans un certain nombre d'interactions, si je suis bien nourri, si je suis bien comblé, ou si finalement je suis pas tout à fait, je m'y retrouve pas. Je pense une relation qui semble ne pas me donner ce que moi je suis en droit ou je serais en droit d'attendre. Alors je dis tiens, cette relation est une relation de peu de rapport. Voilà, je suis content d'avoir trouvé ce terme de peu de rapport, alors j'y renonce. J'y renonce souverainement et je suis content de moi et je suis très, finalement, j'ai pris cette décision en toute connaissance de cause et voilà. Mais finalement, je me rends compte que j'ai fait œuvre d'une sorte de précipitation, voire d'orgueil démesuré. J'ai cédé à la tentation de la défaisance. Je me suis défait de quelque chose parce que je ne l'estime pas beaucoup. Oui, moi je ne suis pas comme cette personne, je ne suis pas
vraiment, je compte plus, je me donne une sorte de valeur supérieure. Voilà, que je me mets à introduire des éléments qui n'ont rien à voir. Donc c'est un être, c'est un potentiel. Et quelquefois, le potentiel, il ne demande qu'à se manifester. Alors il faut, si je n'arrive pas à tirer le meilleur d'une relation, c'est parce que je l'entreprends mal. Ça pourrait être aussi de ma faute. Un être humain, s'il est doté d'une intelligence moyenne, s'il est doté d'intuition, s'il a la capacité conclusive, s'il a la capacité propositive, s'il sait finalement réagir de façon normale et de façon à certains stimulants, à certaines situations, il a le potentiel. Après, il faut faire en sorte que ce potentiel se renforce, etc., etc. Donc, on peut, je suis avec quelqu'un, il ne sait pas faire une chose, mais c'est l'occasion pour moi d'affiner ma connaissance, finalement même de me mettre à tester finalement ma compétence. Donc il est possible que je me faisais une idée un peu trop généreuse de ma vraie compétence. Alors c'est comme pour les talents maîtres. J'ai besoin d'avoir une sorte de référence, quelqu'un, et souvent l'être humain qu'on juge un peu trop vite, l'être humain, il a toujours des talents cachés, il a aussi des compétences insoupçonnées. Et donc, je ne sais pas, l'idée, ça ne concerne pas, là, je ne sais pas comment j'ai parlé, je suis un petit peu embarrassé par mes propos. En tout cas, ce sont mes propos, ils ont été tenus, donc je ne peux pas les effacer ou les corriger. En tout cas, ce qui arrive, c'est que le problème, si on était toujours dans la fabrication et dans la mise en place de vérité, ce ne serait pas très grave. C'est souvent, le problème, c'est que cela ne se produit que très rarement. On est toujours dans un entre-deux, on est souvent dans une sorte d'existence sans réalisation. Quand je fais une erreur par rapport à quelque chose, quand je me jette dans une sorte, comment dire, que je fais œuvre de facilité, et que voilà, j'ai mis un jugement un peu hâtif, ou quand je fais preuve d'une sorte quand je fais dans le préjugé, quand je fais dans j'ai fait une erreur, mais en même temps, c'est un acte. C'est souvent, on est en manque d'actes qui singularisent un moment. Souvent, on est dans une sorte de no man's land, de l'élaboration et de la définition et de l'identification des choses. On vit sur des choses passées et même, je sais pas ce qu'on fait, mais en tout cas j'arrive pas à le dire, hein, et je suis vraiment dans la difficulté pour
pour exister dans cette prise de parole. C'est vraiment pas évident du tout, et même ma voix, je la trouve trop forte, trop haute par rapport à... c'est pas nécessaire que ce soit aussi fort. Et je sais pas, je suis embêté, je suis vraiment embêté. La vérité, vraie, c'est que là aussi, on a tendance à s'accorder beaucoup j'allais dire, de privilèges, beaucoup de supériorité sur les autres. Il nous faut très très peu d'indices pour que l'on se mette à finalement à condamner l'autre pour manque d'intelligence, manque d'excellence. Voilà le terme le plus dangereux, c'est d'avoir voulu faire partie des excellents sans se donner le moyen de le réaliser. Je fais partie des excellents, mais uniquement dans une sorte de fantasme, une sorte d'illusion. Quelquefois, c'est vrai, je reçois comme une sorte de fulgurance. Alors évidemment, ça confirme mon opinion et mon emplacement. Je fais partie d'une élite, mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est comme quelqu'un qui dit oui, le talent, c'est, je sais pas, la création, je sais pas quoi, mais en tout cas c'était 1% de talent et le reste c'est du travail. Pour faire partie, bien sûr, je peux bénéficier d'une sorte de prédisposition naturelle ou sociale qui a été encouragée socialement. J'ai été encouragé à être un maître, à être un guide, à être quelque chose, mais finalement je suis resté quelque part uniquement dans une sorte de niveau premier, mais je n'ai pas cherché nullement à vraiment donner corps à cela. Il aurait fallu lire, il aurait fallu débattre, et débattre à partir des connaissances que j'aurais accumulées, et donc commencer à prodiguer finalement à s'installer dans la position de celui qui enseigne, celui qui dit, celui qui instruit. On veut être instructeur sans avoir rien fait. On voudrait que ça nous tombe du ciel, comme ça, par finalement une sorte de cadeau inattendu de Dieu, ou je ne sais pas qui aurait décidé comme ça de nous faire bénéficier d'une sorte de non pas de privilège, mais d'une sorte, je viens d'oublier ce que je voulais dire, d'une sorte comment on dit, le truc compétitif, d'une sorte d'avantage compétitif, voilà. Ah, je suis content de la retrouver. Donc doté d'un avantage compétitif, comme ça a été dit par un certain nombre de gens. L'avantage compétitif, c'est d'être voilà, un homme, c'est d'être quelqu'un de hautement instruit, et c'est d'être aussi, voilà. Il y avait d'autres éléments, j'en ai cité que deux.
Voilà, donc la vérité à moitié vraie. La vérité, c'est qu'on vit souvent dans une sorte de monde un peu construit à notre mesure. Ce monde-là nous convient comme quelqu'un qui vit dans quelques mètres carrés. Bon, il a beau finalement vivre dans ses rêves, dans des espaces infinis. Voilà, il est le seigneur d'une demeure qui fait des milliers de mètres carrés, mais en attendant, il ne se donne aucun moyen de posséder de telles surfaces. Il vit dans quelques dizaines de mètres carrés, plutôt 4 dizaines, pas plus, donc ou 5, donc c'est vraiment réduit. Alors, c'est une question, donc il y a le mérite. Alors, pour obtenir cet honneur-là, il faut travailler beaucoup. Il faut veiller, il faut souffrir, se priver. Voilà, se priver d'un certain nombre de plaisirs, se priver de la paresse, du non-faire. Et c'est vrai que le non-faire est une occupation hautement jouissive, mais ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Donc la vérité à moitié vraie, c'est qu'on est en deçà, on vit dans une sorte d'onirisme. Une sorte d'onirisme, on entretient toujours ce côté onirique, malgré le fait que cela devient de moins en moins, de plus en plus hypothétique, et malgré cette évidence-là, ben, on continue quand même. Il y a en nous cette petite voix ou cette petite dimension du rêve qui fait de nous des rois, des personnes intronisées, rois de contrées extraordinairement riches, extraordinairement peuplées, de contrées dans lesquelles il se passe des choses extraordinaires, des contrées même où il y a du merveilleux, et puis on est un grand seigneur, un grand roi, peut-être pas batailleur, pas guerrier, un roi, déjà, ça dépend de chacun, déjà loué pour sa sagesse, par finalement son souci des gens du peuple, etc. Il y a cette petite, comme on pourrait dire, il y a une petite musique en soi, cette musique, cette chose, ce corps qui peut se mettre à marcher ou pas dès qu'il entend une marche militaire, sorte, il est comme prêt à suivre. Il y a cette chose en nous, et c'est pas quand on entend un rythme, d'accord, un rythme, on commence à battre des pieds, d'accord, ou à se dandiner. Mais il arrive aussi qu'on soit hyper sensible à la musique militaire, alors qu'en fait, rationnellement et lucidement, on nie ce type de mesure. Et pourtant, c'est quelque chose de très primaire en nous qui réagit à ce type de mesure, à ce type de rythme. Il est possible que ce soit comme, je sais pas, le cervelet ou j'en sais rien, et quelque chose d'un peu primaire, quoique diviser l'être en partie primaire ou secondaire, partie basique et partie évoluée, partie quelque part qui... non, ce n'est pas vrai. L'être est une chose globale et c'est pas, on va pas chercher, c'est vrai. Et la musique militaire, les marches militaires, c'est vrai que c'est enthousiasmant, c'est vrai que c'est prenant, c'est comme ça, on peut rien y faire, voilà. Donc simplement, c'est quelque chose que l'on doit accepter. On accepte ces choses en nous, comme on accepte aussi que dans notre intériorité, on soit
vraiment des sortes de délinquants, des sortes de gens outranciers, des gens pas très fréquentables, mais on accepte de nous qu'on soit traversé par des images ou par des fantasmes ou par des choses comme ça qui ne sont pas très dignes. Mais voilà, on est une entièreté, on est quelque chose qui, comme fondamentalement, on pourrait dire, s'il n'y a pas la tentation de la faute, on ne peut finalement distinguer les bons des mauvais qu'à partir du moment où où les deux possibilités existent. L'être humain, donc, à partir du moment où il y a un libre arbitre. Et après, on va voir qui sont les gens qui vont choisir d'aller vers la facilité, d'aller vers la réalisation immédiate, vers la jouissance immédiate, et ceux qui vont accepter d'attendre, de faire confiance à une promesse. Voilà. On vous promet une réalisation ultérieure, mais d'abord, pour cela, il faut que vous soyez dans le contrôle, il faut que vous soyez dans la maîtrise et même dans la privation. Il faut souffrir un peu pour jouir éternellement. Donc voilà, il y a des gens qui ne sont pas comme ça, qui préfèrent la jouissance immédiate parce qu'ils sont trop faciles à corrompre, ils n'arrivent pas à résister, et puis ils seraient peut-être des gens plus pragmatiques que d'autres. Ils se disent, d'abord, faisons avec ce qu'on a, et après, si on ne sait pas. Rien ne nous assure qu'il y a quelque chose. D'abord, ce que j'ai, c'est ce qui représente la réalité. Après les promesses, évidemment, les promesses, c'est une chose très... voilà, je ne crois pas dans les promesses, même divines. Quelque part, donc voilà, la vérité à moitié vraie, fondamentalement, oui, c'est l'idée, oui, à moitié le verre, à moitié plein. Il faut... C'est qu'en fait, on voudrait avoir une sorte de soi existant sur des plans temporels très différents. Alors évidemment, nos erreurs nous apprennent des choses sur nous-mêmes et sur le reste. Mais des fois, on dépasse le temps de l'apprentissage. Moi, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, et je suis encore à l'école, au stade élémentaire de la vie. Je suis encore en train d'apprendre les bases. Mais normalement, je suis au âge d'être moi-même en train d'enseigner les bases. Pas encore en train de les apprendre, les bases de la vie. Donc, on voudrait avoir une voix comme ça qui nous avertit, qui nous avertit de la nécessité de nous prendre en charge, d'être sérieux. Qui nous annonce que le temps de la nonchalance est arrivé à échéance. C'est bon, c'est fini. Il faut passer à autre chose. C'est comme cette histoire de cotisation pour la retraite, quoi qu'on cotise pour la retraite des autres et qu'on fait une retraite finalement par le système je sais pas, de répartition, je sais pas comment on dit. En tout cas, ce n'est pas une retraite par capitalisation. Donc finalement, mais en tout cas, pour ce qui est de la vie, on crée les conditions de sa retraite postérieure, à venir. Donc on se construit une sorte d'existence et pas trop
un peu réussi, un peu qui fonctionne bien, pour qu'à la fin, on puisse finalement s'en réjouir et en recueillir les bienfaits. Si je mène ma vie comme il se doit, je vais à la fin avoir avec moi, avoir déjà euh, être content de moi-même, être finalement dans une sorte de respect de moi-même, et puis il est possible que je me retrouve nanti d'un capital humain, d'un capital matériel, d'un capital financier, que je me retrouve doté d'un certain nombre d'éléments qui vont m'aider à, à mieux vivre la dernière partie de ma vie. C'est cette partie qui compte. Cette partie pendant laquelle on doit faire face à un certain nombre de renonciations. On abandonne. J'abandonne ça, j'abandonne ça, j'abandonne ça, mais je sais que j'ai des choses que j'aurai en permanence. J'ai une présence, j'ai de l'affection, j'ai de la sécurité, et c'est ça. Donc, la retraite, comme disait pas, capitalisation, quoique elle aussi, elle est un peu hypothétique dans le sens où il s'agit de mettre l'argent quelque part, et cet argent qui est investi, il peut très bien finalement faire défaut parce qu'on aura mené des opérations se seraient révélées finalement improductives, et donc tout le capital peut être dilapidé de cette façon, et donc c'est par répartition. Donc on estime qu'il y a toujours une génération qui est prête finalement à financer ou à cotiser pour la retraite de la génération précédente, et donc le système s'entretient de lui-même à condition qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre suite à des dysfonctionnements dans l'employabilité ou dans le capital humain suite, je ne sais pas, finalement, un manque de cotisants par manque de population, par exemple. C'est la vérité, simplement, c'est c'est la chose la plus facile dont on puisse parler, parce que comme je disais tout à l'heure, on peut lui accoler n'importe quoi. Seulement, il faut être dans une sorte d'état propice. C'est pas quelque chose que l'on peut traiter dans une sorte de précipitation, dans une sorte de rythme rapide. Il faut prendre son temps, respirer profondément, et à ce moment-là, tranquillement, comme quand on déguste quelque chose de très finalement, quelque chose qui mérite que qu'on la déguste de façon très très lente, pour mieux en éprouver toutes les nuances et toutes les fragrances. C'est un ensemble de choses, c'est un composé, et ce composé doit être apprécié à la hauteur de sa j'allais dire, de sa performance, de sa nature, qui est riche et multiple. Si un équilibre parfait entre
plusieurs éléments un peu contraires, voilà, un peu d'amer, un peu de sucré, un peu d'acide, un peu de salé, je ne sais pas comment on peut, mais en tout cas, voilà, il faut, pour la vérité, il faut parler de la vérité d'une façon, et finalement, euh, même en, même en s'arrêtant de parler. La vérité est dans le silence, ou alors le silence est dans la vérité, ou alors la vérité c'est moitié silence, moitié silence. C'est la vérité, c'est le silence, elle est dans le silence. La vérité, elle est aussi dans le regard. Elle est quelque part dans le silence. Le silence, souvent, c'est l'ennemi, c'est la chose qu'on n'aime pas, qu'on n'aime pas ressentir. Le silence pesant, un silence imposé, un silence, dire, de cathédrale, un silence massif, un silence qui vous écrase par sa force et son caractère implacable. Voilà. Et le silence vous fait surgir comme ça devant vous, vous démons. Vous êtes comme ça menacé. Je ne pense pas qu'on puisse éloigner les démons en restant silencieux. Il faut utiliser des formules. Il faut il faut les affronter avec des sons avec les sons du pouvoir. Voilà. De préférence en latin, comme dans les films américains, préférence le latin. Une langue morte, voilà, qui quelque part sert dans des utilisations assez douteuses, mais bon, souvent c'est. Donc là, c'est donc et dans la vérité aussi dans le regard de l'autre, deux regards qui se rencontrent. À moins que un regardant ne baisse les yeux, et bien finalement les deux se regardent et d'un simple regard peut naître une sorte de folie meurtrière. Comme quoi la vérité, comme peut parler du vernis de la civilisation, le vernis civilisationnel, tout ce qui était apparence, tout ce qui était civilité disparaît pour laisser deux êtres lancés dans une sorte de lutte à mort. Un simple regard. Il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de conflit autour de l'argent, autour des femmes, autour du pouvoir, rien. Juste parce que l'existence de l'autre, parce que la résistance de l'autre, parce que le défi lancé par l'autre, cela nous est impossible à supporter. Et on est parti. Alors il faut, pour briser cette chose-là, ce rapport un peu risqué, on regarde par terre, on détourne le regard. Soit on regarde ailleurs, soit on regarde par terre, mais on regarde ailleurs. Et ça met fin à cette épreuve de force. Mais on regarde ailleurs, et quelquefois on attend que l'autre regarde ailleurs en premier. Parce qu'on veut finalement vaincre l'autre par un simple regard. Alors, quelque part, la vérité est à moitié vraie, la vérité euh, à moitié fictive, à moitié construction, à moitié illusion, à moitié, j'allais dire, simple convention.
La vérité à moitié vraie. La vérité ou une façon de fabriquer de la vérité. À un moment, je suis, euh, je fais un effort, je me mets sous l'eau, ça me délasse et ça enlève une partie de, une sorte de, un état, ça change mon état. Et donc, je peux devenir beaucoup plus intéressé par la communication. Cet état de grâce provoqué par l'eau et propice donne envie de s'adresser à l'autre parce qu'on sait qu'on va être dans une sorte de non pas de bienveillance, mais on va initier un échange tranquille, sans tension, sans, il n'y aura pas de confrontation. On va à l'échange apaiser, l'échange euh, simple et donc la vérité à moitié vraie. Il est 1 heure, j'ai fait 1 heure, c'est pas énorme, je ne suis pas du tout satisfait de ce que j'ai dit ou ce que j'ai pu dire. Je pense que je vais reprendre ce thème à un autre moment parce que j'ai besoin de mieux le traiter. Si à vous cela vous apparaît intéressant et que vous avez le moyen de l'entreprendre différemment, à votre façon, vous pouvez le faire. La vérité à moitié vraie, vous pouvez changer le titre, il n'y a pas de problème. En tout cas, la vérité qui n'est qu'une sorte de, comment on peut appeler, une sorte de temps d'incertitude ou je ne sais pas comment dire. Et après tout, la vérité, elle dépend du service qu'elle nous rend. Si elle nous rend le service que l'on désire, si elle participe finalement à notre protection, à la défense de nos intérêts, pourquoi pas. Et puis, cette vérité, peut-être qu'elle a un effet finalement sur le long terme. Si je m'occupe des tombes, si je m'occupe finalement de l'éternité ou de l'au-delà, de la situation dans l'au-delà de mes aïeux, c'est parce que je pense qu'il y a un au-delà. Donc quelque part, cela, je continue de pratiquer le même culte parce que cela me permet de prendre soin, cela me permet de rendre service à mes anciens. C'est aussi, même si je suis pas, même si j'ai pu douter ou j'ai pu finalement me sortir de ce cadre, je peux avoir envie d'y revenir parce que c'est un moyen pour me retrouver, pour re, retisser les liens avec ceux qui font partie de mon groupe d'appartenance. Donc ce qui compte pour moi, ce n'est pas moi, mais d'être lié à ce groupe, à ce groupe, à ce groupe. Je ne peux pas rester comme ça
délié sans lien organique avec d'autres, sans lien inorganique aussi, un lien, je ne sais pas comment on peut l'appeler, non pas spirituel, mais un lien de continuité métaphysique, si je puis dire. Continuité par-delà la matière, par-delà le temps, par-delà les états, etc., etc. Donc la vérité à moitié vraie, c'est que on n'est pas maître de son corps, on n'est pas maître de ses propos, et souvent, c'est parce que j'ai pris un café, je l'ai pris tardivement, que j'ai été dans une sorte de sur-régime. Normalement, j'aurais pas dû. Mais en plus, j'ai un corps qui se retrouve un peu dans un état pas très confortable. J'ai un peu froid et c'est comme si je couvais quelque chose, j'ai presque envie de frissonner. Donc cela se répercute sur ce que sur le corps même de ce que je suis en train de dire. Cela se répercute de façon très concrète. Cela m'empêche, soit me pousse vers des lieux ou des régions que je n'ai pas envie de fouler. Et je suis poussé vers des aspects qui ne m'enchantent pas tant que ça. Voici la vérité, c'est qu'on ne peut pas, dans une production comme celle-là, improvisée, on ne peut pas contrôler. Alors il faudrait avoir un plan. Et le plan, c'est tout l'inverse de la définition de ce travail. À partir du moment où on travaille trop, on n'est plus dans la production sans la production ultra, ultra fraîche. On est dans le réchauffé. Et c'est ça le problème. Alors, c'est d'aller interroger soi-même dans n'importe quelle condition pour voir qu'est-ce qui va sortir. Quelquefois, c'est vraiment une sorte de défi ou de tentative un peu trop risquée. On prend des risques. Hein. On est un peu dans une sorte de jeu pas toujours très intéressant. On peut ne pas réaliser un quelconque gain. Et pourtant, on y va. On y va et on lance les dés. L'important, c'est de lancer les dés. C'est pas, après, c'est le petit moment comme ça d'angoisse, c'est le moment d'excitation, c'est ce qui compte. On joue avec soi-même et on joue avec, j'allais dire, notre réputation, on joue avec ce qu'on est. Parce que quelquefois on va révéler une faiblesse, vraiment une faiblesse conséquente, et on risque de recevoir une sorte de retour négatif pour cela. Il peut y avoir un propos qui n'avait pas lieu d'être tenu, ou un propos qui aurait été poussé un peu trop loin. Mais tout cela, tout ce que je suis en train de dire, entre sous un peu entre dans cette configuration. C'est la vérité à moitié vraie, c'est moi qui dis des choses, mais je peux tenir tous les propos que je peux, que je pourrais tenir. Et ça
c'est pas parce que j'aurais insisté ou j'aurais tenté de défendre quelque chose que cette chose va devenir, que cela va être concluant, qu'on va m'accorder le bénéfice, on va me dire c'est ce que tu dis est vrai. La vérité est une chose à laquelle je n'aspire même pas, parce que ce n'est pas un but. C'est penser, vouloir être dans le vrai, c'est de penser que le vrai existe. Or, le vrai n'existe pas. C'est une sorte de... non pas, même pas un enfant illégitime de nous, finalement, de nos imaginations un peu trop ceci ou cela, c'est une impossibilité. La vérité est une impossibilité, j'allais dire, je peux dire ontologique. Ça fait partie des constituants même de la vie, ou les constituants de ce que nous sommes, que de penser la vérité impossible et la vérité même pas un sujet d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt. C'est comment la vérité, évidemment, il y a des vérités qui sont d'un autre ordre et elles comptent, bien sûr, on peut, on peut travailler la terre. On sait qu'il y a une série de tâches qu'il faut faire et ces tâches-là, voici mon côté issu de civilisation agro-pastorale, voilà, ça y est, ça revient. Donc, on sait qu'il faut faire, il faut labourer à la bonne, au bon moment. Et après, il faut donc ouvrir la terre, assouplir la terre pour lui permettre de recevoir les semences. Après, il faut semer à un moment précis. Il faut attendre. Après, il faut que ça coïncide avec le moment du retour des pluies. Donc, c'est vraiment pas n'importe quel moment. À certains moments, il faut labourer pour débarrasser la terre de tout ce qui aurait poussé et qui pourrait gêner la croissance. Donc il y a une sorte il y a un travail qui est fait contre la nature elle-même. On ne va pas dans le sens de la nature, on va dans le sens qui nous arrange à nous. Donc ce sont nos cultures à nous qui nous intéressent et qui sont propriétaires. Pas ce qui pourrait servir à d'autres êtres, quoique il y a des êtres qui partagent avec nous quand nous faisons dans les céréales, il y a des oiseaux, il y a des insectes qui en profitent aussi. Mais voilà, donc on retourne à la terre, on ne tue pas la même tout ce qui aurait poussé entre le moment des moissons et le moment des premiers labours. Et puis après la terre, il est possible qu'on la travaille plusieurs fois. Quand il s'agit par exemple il y a la rotation des terres, tout ce savoir-là, puis après, ce savoir est mis quelquefois en difficulté, mis en échec, quand la pluie n'est pas là, ou quand la pluie est trop irrégulière, et quelquefois non seulement elle est irrégulière, mais elle est ultra irrégulière. C'est-à-dire qu'elle arrive à un moment, elle fait pousser, et puis plus rien. Plus rien. Donc, il faudrait, je ne sais pas ce qu'il faudrait. Cette vérité-là n'est pas absolue. On peut pratiquer les choses comme il faut, comme on a appris à le faire, mais malgré tout, on n'est pas assuré de recueillir ce que l'on serait en droit de recueillir. Donc, ce sont là des vérités, mais qui ne sont pas finalement
dont on ne peut pas tirer de leçons pour une généralisation, une sorte de projection. C'est un monde à part. Après, les vérités, nous ne vivons pas que de l'observation, des vérités issues de l'observation des saisons et des cycles naturels. Nous avons d'autres façons, d'autres moyens ou d'autres vérités issues d'autres. Le spirituel, la réflexion sur la vie, sur le devenir, c'est une chose qui n'a pas son point de départ dans le concret des travaux agricoles ou des travaux des champs, peu importe. C'est une chose qui, bien sûr, il y a toujours une relation. On a un culte parce que on a aussi besoin d'une certaine sécurité. Alors peut-être que le culte, les premiers cultes, ils avaient un rapport avec justement avec une certaine sécurité alimentaire ou une sécurité tout court, parce qu'il y avait un élément, des éléments d'instabilité, il y avait de l'instabilité partout, de l'instabilité au niveau des récoltes, de l'instabilité dans les rapports entre les différents groupes, de l'instabilité, je ne sais pas, dans d'autres rapports avec d'autres aspects. C'est vrai, on se retrouve un peu balancé, un peu chahuté par l'émergence d'éléments qu'on n'avait pas pressentis. Voilà, donc c'est en même temps un sujet facile, un sujet ultra facile, mais en même temps, il peut se révéler complexe ou même compliqué et nous obliger à la jouer modeste, à la jouer un peu finalement discret. J'essaie d'être dans la discrétion, c'est la phase que je suis en train de connaître, une phase de repli. Je suis donc peut-être l'effet du café s'est atténué. En tout cas, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué. Il y a du moment, je ne sais pas comment on dit, la négation de la négation, ça devient une affirmation. Mais quand on est dans la négation et qu'en fait, après on nie ce qu'on a, nié et qu'en fait on continue de nier et qu'on n'est jamais, finalement installé dans quoi que ce soit. On est toujours dès qu'on arrive à un certain état de la conscience, très vite on commence à le déstabiliser, on commence à le contester pour aboutir dans un autre état, mais ça continue. Alors il y a une impermanence de la contestation, on pourrait même créer ce qu'on appelle de l'intranquillité. Je trouve mon plaisir, ou je me retrouve dans le fait de me déstabiliser en permanence, de détruire ce que je pourrais avoir construit, de le détruire. En permanence, je construis. Dès que je construis une chose, je la détruis. Et je ne suis même pas à la recherche d'une meilleure formule ou un meilleur résultat. Et je suis à la recherche de rien. Je ne sais même pas ce que je cherche, enfin, ce que je pourrais être en train de chercher. J'ai même pas une idée. Parce que c'est quelque chose que j'entame sans m'appuyer sur rien, sans le concours
de personnes et je suis lancé dans une œuvre dans une activité qui me dépasse. Je suis dépassé par l'envergure et par la dimension de la tâche. Et donc, voici des choses comme ça. Alors on dit pas, je sais pas comment il faut présenter les choses. En tout cas, je suis arrivé à un moment où je me sens plus en capacité de rester. Donc j'ai fait un petit effort. C'était un peu très très moyen, mais ce n'est pas grave. J'allais dire médiocre, non, non. Non, c'était pas médiocre. Et après, juger, là encore, c'est juste un nécessaire. Il n'y a pas de nécessité à juger quoi que ce soit. Parce que même si j'avais fait une composition assez solide, bien tenue, ça m'aurait amené à quoi? Je suis dans la difficulté, le fait de me remettre en cause et de devoir subir cela ne va pas s'arrêter. C'est pas une petite composition comme ça, un peu gentillette, un peu, oui, faire le bon élève, l'élève recevoir recevoir un peu les éloges. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est comment bien finir, comment faire une bonne sortie, même si dans la vérité vraie, mais dans le désir le plus finalement le plus énorme, le plus fort, c'est d'arriver à être père malgré mon âge avancé, et d'être père non seulement d'un enfant, mais de plus, c'est d'être père d'une famille nombreuse. C'est cela pour moi, nombreuse à partir de 4, 5, si ce n'est 6. Et alors à ce moment-là, j'ai plus le temps, j'ai pas les moyens, j'allais dire, physiologiques pour cela. Je suis dans une situation qui m'interdit cela ou qui pourrait me l'interdire. Je ne dispose plus des mêmes des moyens que j'avais auparavant. Donc je suis diminué malgré tout. Donc la sortie, qui n'en est pas vraiment une, on ne désire pas sortir comme ça, sans avoir joué la partie jusqu'au bout, sans avoir laissé quelque chose derrière soi qui témoignerait pour soi. Et des enfants, c'est vraiment, ça paraissait lointain, ça paraissait finalement. La vérité, c'est que, on pourrait dire que le manque ou l'impossibilité d'une chose fait qu'elle apparaisse vraiment très désirable. On le sait, c'est une sorte d'opération un peu particulière. Mais n'empêche que je sais que j'ai besoin de cette chose pour moi-même. Je ne peux pas me satisfaire de quelqu'un d'autre. C'est une chose dont j'ai besoin pour assurer un peu ma propre pérennité à moi. Moi, en tant que personne singulière, bien sûr, partageant des caractères communs avec mes proches, mais je suis unique malgré tout, et je voudrais que quelque chose de cette unicité puisse continuer d'exister finalement par mes enfants et par mes descendants. Je voudrais que mes descendants, finalement, quelqu'un se souvienne de moi et qu'il y ait cette filiation, qu'il y ait cette continuité, même si elle devait s'arrêter très vite. Je veux au moins
rendre le dernier souffle, finalement entouré de mes enfants, simplement mes enfants, pas de petits-enfants, j'y aurais pas droit, mais au moins de petits-enfants. Alors, évidemment, 4, 5, 6, c'est un très bon chiffre. 6, c'est un chiffre parfait. 7, c'est un chiffre, ce serait un chiffre excellent. Mais bon, 10, ce serait, alors là, ultra, l'ultime réalisation. 10. Voici donc simplement, voilà, la vérité c'est que euh, on cherche, non pas à se consoler parce qu'on sait que c'est impossible, on cherche à, on est dans une position où, je sais pas, d'un général qui aurait perdu son armée, qui aurait perdu ses troupes. Il a une bataille à mener, mais il a tout ce qu'il faut, il a le plan, il a la stratégie, il a tout, il est là. Mais je ne sais pas, soit il est arrivé trop tard, il n'est pas arrivé au bon moment que ses troupes l'ont attendu, et puis finalement ils sont rentrés chez elles. Quelque part, il y a quelque chose qui s'est produit, qui a tout stoppé. Alors, comme je ne sais pas comment on a représenté Néron, évidemment, c'est une légende, c'est la légende noire de Néron, donc c'est une construction, c'est une fiction. En tout cas, on a représenté Néron en train de contempler les incendies ravageant Rome. Alors on est là à contempler le paysage de sa propre déchéance. On est là et c'est tellement quelque chose de tellement grand et tellement fort que ça nous oblige presque à garder, à rester assis sans rien faire. J'appuie ma tête contre ma main, je suis dans une position de sorte de... voilà, je montre par mon corps que je suis impuissant. Voilà, j'ai abdiqué quelque part. J'ai été forcé, les choses m'ont dépassé. Et la vérité, c'est de penser, et peut-être c'est mal pensé, que l'on avait une responsabilité. Alors, envers qui précisément, on avait une responsabilité et qu'on n'a pas été à la hauteur de cette responsabilité qui nous aurait peut-être gratifié finalement d'une sorte d'honneur. On aurait d'obtenir la réalisation des choses importantes dans la vie. La descendance est une chose importante et c'est l'occasion pour nous finalement de montrer, un peu d'exercer une sorte de compétence, c'est-à-dire prendre en charge des gens pour les préparer à la vie, leur transmettre un peu tout ce que l'on a accumulé et être très concerné par cette transmission, être très impliqué dans cette transmission. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un emploi rémunéré, c'est quelque chose qu'on fait parce que cela nous concerne au plus haut point. Ne marche pas sans regarder derrière toi, n'avance pas sans regarder derrière toi, n'avance pas trop vite, avance un pas et puis attends avant d'avancer l'autre. Il y a une sorte
de conseils, une somme de conseils et d'avertissements qu'on a envie de transmettre. Il y a une sorte de prudence qu'il faut cultiver. La prudence par rapport à ce qui peut nous apparaître comme parfaitement vraisemblable, parfaitement convenable, parfaitement recevable, parfaitement parfait. Et en fait, le danger, quelque part, est caché, finalement, est enrobé dans une belle présentation très très attirante. Voilà, il ne faut pas se laisser attirer par les couleurs chatoyantes, ni par les mots, finalement par les promesses un peu trop généreuses, un peu trop faciles. Il y a un besoin, un impératif de prudence, il y a une sorte de recul et d'attente. Toujours attendre avant d'agir, toujours rester, toujours passer du temps dans la phase d'observation avant de passer à la phase d'action, observation, déduction, passage à l'action, et après conclusion, etc., la leçon que l'on tire. On est vraiment dans la position du maître et du transmetteur. Et voilà, ça attend d'être déversé, mais il n'y a personne. Il n'y a personne pour recueillir cela, ce flot de paroles, ce flot de mots, ce flot de consignes, ce flot, voilà, la vie, et voilà. Simplement, ça se termine comme ça et j'arrête là, voilà.